Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à utiliser le chat pour me dire si le son est OK. Nickel, merci Arnaud, Elliot. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va attendre une minute avant d'attaquer pour les retardataires et peut-être très curieux de savoir d'où vous vous connectez. Moi, je suis originaire de Brest et à Paris en ce moment. Emmanuel qui nous vient de Belgique, j'y étais hier. Hello Elodie. Bon, on va attaquer. Elliot de Haute-Savoie. On va attaquer. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bref panorama de comment les équipes finance achat utilisent l'IA pour de vrai. Et ensuite, je vous présenterai un peu les 4 grosses zones qu'il faut avoir en tête dans son équipe où on peut appliquer l'IA avec un vrai impact. Et je passerai aux démos, donc ça va durer un peu moins d'une demi-heure. Et s'il y a des questions pour aller traiter, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse y répondre au fur et à mesure, ou sinon à la fin. Et peut-être pour démarrer, je vous proposais un premier sondage. Hop. Je suis très curieux de savoir un peu quel est votre niveau d'utilisation de l'IA aujourd'hui, notamment savoir voilà, s'il y a déjà des outils que vous utilisez, si vous utilisez surtout les fonctionnalités sorties par vos prestataires actuels, si vous avez testé d'autres solutions spécialisées. Ça me permet aussi de mieux vous connaître et de savoir un peu l'état de maturité des personnes aujourd'hui. Ok, donc je vois que c'est surtout ChatGPT et Claude qui sont utilisés. Il y a quand même pas mal de fournisseurs qui proposent un peu d'IA intégrée à leurs produits. Ils ont saupoudré d'IA leur système, que ce soit Pennyline et Suite, à leur côté ERP ou Dynamics, ou que ce soit des logiciels plus spécialisés comme Agicap en trésorerie ou Spendesk dans les achats. Et je vois que personne n'utilise d'agent IA spécialisé sur le métier des achats et de la finance. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, je pense, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes assez conscient, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de potentiel. Et en même temps, on reste à des utilisations assez basiques de l'IA dans la fonction finance. Alors, c'est vrai que si on prend du recul sur les 3 dernières années, moi, j'ai commencé dans le secteur en 2023, d'ailleurs avec une newsletter qui s'appelle Millefeuille AI, pour ceux que ça intéresse, que je vais vous partager. Puis ensuite avec un podcast qui est sur YouTube et un peu sur toutes les plateformes de grande écoute. C'est vrai qu'on a démarré, il y a eu beaucoup de cas d'utilisation canonique des modèles d'IA, notamment en service client, avec l'idée d'automatiser les interactions qu'on peut avoir avec nos clients. Donc, ça a démarré par là. Après, il y a eu beaucoup d'utilisation en marketing pour générer du contenu, puisque évidemment, les chatbots, au début, ils savaient très bien faire ça. On a continué un peu circulairement. Ça a eu un énorme impact sur les développeurs. Il y a une étude récente de Claude, d'Anthropic, la société derrière Claude, qui montre que plus de 50% des utilisateurs de leur système, ce sont des développeurs. Et on arrive à un stade où depuis 6 bons mois, les équipes financières, pour différentes raisons, commencent à utiliser ces systèmes-là. Donc c'est un peu la suite logique de l'adoption dans le marché qui se fait vraiment en diffusion segment après segment d'utilisateurs. Et il y a un vrai sujet qui est de se dire quelle est l'utilisation des modèles d'IA et selon vous, quelle est un peu votre intuition de comment on peut s'en servir. Je vais vous mettre un deuxième sondage pour qu'on puisse regarder ça. Est-ce que vous pensez que l'IA, c'est surtout utile pour discuter, interroger sa donnée, faire des visualisations, des formules Excel, ou est-ce que vous êtes déjà convaincu de l'intérêt pour aller automatiser des processus
opérationnel, un peu quotidien. Ok, donc je vois qu'il y a déjà une bonne compréhension des choses. Effectivement, je pense que la partie magique de l'IA, c'est clairement le fait de pouvoir poser des questions sur quels sont ces 3 plus gros fournisseurs du trimestre dernier. Mais en réalité, on a souvent les bons dashboards, les bons rapports qui permettent de suivre ces données-là. Là où il y a beaucoup plus de valeur, c'est dans l'automatisation des opérations. Et moi, dans mon podcast, comme j'ai la chance d'interviewer des entrepreneurs, des patrons de boîtes logicielles, ils me disent tous la même chose, qu'ils ont essayé de sortir des assistants IA pour interroger sa donnée dans différents systèmes et qu'ils se rendent compte que oui, les gens sont très curieux, mais qu'il n'y a pas vraiment d'utilisation et de valeur créée derrière. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi. Nous, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille avec des PME, des ETI, de tout secteur d'activité. Et on se rend compte que les vrais cas où ça transforme vraiment son quotidien, c'est des cas où on peut vraiment déléguer du travail, des processus de contrôle notamment à la machine et ne plus superviser que les exceptions. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et ensuite on va passer aux démos. Alors, effectivement, la promesse, et je pense une bonne manière de l'avoir en tête, c'est de se dire que on va dans un monde où l'IA va faire le travail et moi, je n'ai plus qu'à, c'est quand même une étape ultra importante, revoir les exceptions, m'assurer, regarder l'audit de ce que l'IA a fait. Et ça va me permettre d'aller automatiser énormément de process. Et c'est une bonne manière de voir les choses. Nous, chez Facet, on utilise l'IA un peu partout, en vente, en marketing, mais aussi, puisque c'est moi qui gère la finance, puisqu'on est encore une petite boîte, hem, pour pouvoir reconstruire mon chiffre d'affaires à partir des factures, pour pouvoir suivre les flux de trésorerie à partir de nos comptes bancaires, BNP, Mémobank et Conto, pour pouvoir contrôler les dépenses de nos salariés qui sont un peu partout en France et donc qui souvent font des déplacements, pour pouvoir suivre nos coûts nous-mêmes de nos propres fournisseurs. Moi, j'ai du coup 4 agents IA qui sont sur ces flux-là. Quand il s'agit d'aller voir un point de données particulier, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me connecter à Penny Lane ou à demander à mon expert comptable, où j'ai d'autres consoles de suivi pour ça. Euh, et le problème principal, en tout cas, pourquoi il y a un impact dans nos métiers, c'est parce que avant, on avait des outils un peu fragmentés. On a des choses sur Excel, on a des choses dans son ERP, achat ou comptable, dans ce logiciel métier. Et tout ça, ça communique mal, ce qui fait qu'on se retrouve en fait faire plein de traitements manuels. On fait de l'échantillonnage et pas des contrôles continus. On va se retrouver en fin de mois avant la clôture à devoir rattraper un peu l'ensemble de l'activité mensuelle. Et c'est là où est l'opportunité d'IA, c'est de voir ça comme une surcouche sur mes systèmes existants qui va me permettre d'aller automatiser tout un tas de tâches qui sont faites aujourd'hui manuellement. Alors évidemment, ça fait gagner du temps, c'est clair. Ça fait aussi gagner de la marge parce qu'on peut voir des erreurs qu'on ne voyait pas avant dans les décaissements fournisseurs ou les encaissements clients, par exemple. Et ça crée aussi plus de confort. Moi, j'ai été très surpris. En fait, c'est souvent cette valeur-là qui est de dire bah, j'ai plein de choses assez redondantes, assez rébarbatifs à faire. Et grâce au fait d'implémenter un système d'IA, une application, un agent IA, un assistant, peu importe le terme qu'on emploie, et ben, je peux partir en vacances et je sais que quand je reviens dans 2 semaines, j'ai pas 2 semaines de retard à rattraper puisque le travail était fait, prévalidé et j'ai plus qu'à revoir des exceptions. Donc il y a aussi quand même dans le quotidien de travail, il y a un confort à pouvoir déléguer une partie des tâches à une IA en ayant la confiance qu'on puisse suivre derrière. Et les 4 points de contrôle, je trouve les plus intéressants et ceux qui sont vraiment éprouvés, il faut les avoir en tête. Ça évite d'aller tester des choses où la maturité de la technologie n'est pas là et où d'autres personnes se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Donc si on n'a pas de temps à perdre, mieux vaut démarrer par ce qui a déjà été testé, par d'autres personnes, d'autres confrères dans l'industrie. Et nous, on appelle ça les 4 un peu points de contrôle. Et on observe que tout est fait dans ces 4 catégories-là. Alors le premier, c'est le contrôle sur la donnée à l'entrée des systèmes. Ce qui est effectivement une grosse problématique qu'on a en finance, c'est que les écarts, les différences entre le budget, ce qui est dépensé, ce qui conduit à beaucoup d'investigations, beaucoup de recherches, c'est souvent lié à une donnée qui a été qui est mal rentrée dans nos systèmes, qui était fausse déjà à l'entrée. Et donc ça, il y a notamment le sujet des factures fournisseurs.
Et donc là, il y a plein de personnes qui branchent des IA à leur boîte mail comptabilité ou achat par exemple, le nom de la boîte.com, pour pouvoir aller faire des contrôles sur la conformité des demandes, est-ce que c'est faire du triage, est-ce que ce sont des relances, des avis de paiement, est-ce que c'est une demande quel est le statut d'un paiement. C'est ce que je fais moi parfois vis-à-vis de nos clients qui nous payent sur facture, pour savoir un peu où en est l'état du paiement. Ça permet aussi d'éviter des risques de phishing. Donc on a notamment un client auquel je pense qui reçoit des factures de différentes langues. Et compte tenu du volume, la personne qui était en charge de faire les contrôles, elle n'a pas vu qu'une demande qui était faite par un fournisseur espagnol était en fait une arnaque, et ils se sont retrouvés à passer pour paiement à une facture de 28 000 euros, puisque la personne était française et la facture venait d'une langue étrangère, et donc euh, le, le contrôle n'a pas été bien fait. Donc ça peut avoir aussi des impacts comme ça qui sont plus rares, mais dont on a envie de se protéger. Donc ça, c'est ce que j'appelle des agents IA qui permettent de contrôler la donnée à l'entrée. Deuxième typologie, notamment sur les achats, puisqu'on est là aussi pour discuter de comment on améliore sa marge, c'est de contrôler les prix qu'on est censé régler auprès de nos fournisseurs. Et dans les secteurs classiques, restauration, hôtellerie, sur des chantiers, dans le retail ou le e-commerce ou des franchises, il peut y avoir des écarts. Les fournisseurs ne mettent pas forcément à jour les prix qui ont été négociés. Et il peut y avoir des écarts sur les quantités ou les prix qui sont facturés par rapport à ce qu'on a reçu ou ce qu'on avait négocié dans le contrat. Et donc là, ça permet d'aller surfacer finalement des anomalies, des écarts, et d'aller vraiment récupérer de l'argent en euros, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que ça permet aussi de montrer l'impact réel, les gains directs, pas que des gains directs de temps, mais des vrais gains directs grâce à l'utilisation de cette technologie. Troisième famille d'applications IA très utilisées, c'est le contrôle des flux. Alors, ça peut être de la réconciliation bancaire ou de systèmes de POS, hein, si on a des magasins, par exemple, ou des restaurants, des boulangeries, peu importe. Ça peut être aussi le contrôle des flux qui sont en banque pour pouvoir suivre en temps réel. C'est un vrai intérêt, plutôt que de s'en rendre compte a posteriori, de pouvoir suivre en temps réel si les dépenses sont bien alignées avec les budgets. Donc, nous, par exemple, chez Facette, moi, j'ai créé une application IA qui permet de suivre les dépenses, notamment des outils IA, puisqu'on utilise de plus en plus, par grande catégorie de fonctions. Donc, commercial, marketing, développeur, designer, les intégrateurs clients. Ça me permet de suivre l'évolution au fur et à mesure du mois, et aussi d'y aller identifier des doublons d'outils, puisque l'IA a la connaissance des derniers mois, et donc il est capable de dire tel système, en regardant sur le web, système par exemple d'enregistrement de vidéo, s'appelle Loom, c'est un duplicat de Clap. Et donc il y a une opportunité d'aller arrêter l'un des deux abonnements pour vérifier si c'est bien utilisé, oui ou non. Donc on peut aussi aller ramasser, si j'ose dire, de l'argent comme ça. Et le dernier point, c'est le contrôle du chiffre d'affaires. Donc souvent, reconstruire le chiffre d'affaires à partir des factures pour avoir quelque chose de très granulaire dans le temps. Alors je vois que Juliette, tu as une question sur la confidentialité des données. Je me sens limitée aujourd'hui par le risque de partager des données confidentielles, j'imagine avec des systèmes d'IA. Alors, c'est une très bonne remarque, parce qu'en finance, contrairement à, par exemple, utiliser ChatGPT pour faire un article de blog, il y a un sujet effectivement de confier ma donnée à des acteurs tiers. Le secteur pâtit un peu de sa mauvaise réputation, puisqu'il faut savoir qu'OpenAI, à l'époque, quand ils ont sorti ChatGPT, c'est un peu une anecdote, ils l'ont fait pour récupérer des échantillons de données sur les questions qu'on posait et les réponses données par ChatGPT. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait noter la qualité des réponses. Donc, dans leurs conditions générales d'utilisation, ils avaient effectivement fait en sorte que quand on accepte d'accéder au service, ces données étaient à eux. Mais ils l'ont fait, ils ne pensaient pas que ChatGPT allait avoir cet engouement et ce succès. Et très vite après, ils ont rétropédalé, et aujourd'hui, ces fournisseurs de modèles et d'outils, en réalité, ils sont ultra carrés sur la confidentialité des données, le fait qu'ils font ce qu'on appelle de la zéro data retention, donc ils ne voient même pas les données qu'on leur envoie. Et nous, par exemple, chez Facette, dès le début, on a passé des normes comme ISO 27001, RGPD dès le début, on encrypte toutes les données qui passent.
Donc je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important de vérifier, important d'avoir des garanties et ça généralement les fournisseurs de solutions, comme on est justement, Juliette, ils sont très au courant des craintes ou des peurs qu'il peut y avoir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tous les fournisseurs que je connais, moi, un peu sérieux, se sont mis au meilleur niveau. Je dirais aussi qu'il y a pas vraiment de différence entre confier sa donnée finalement à, puisque vous en parlez, à Penny Lane ou un système d'IA. Les 2 ont les mêmes, très souvent, niveaux de sécurité, de confidentialité, des données et d'encryption des données. Voilà pour répondre à cette, question, donc j'espère que ça y répond. Donc voilà, ça c'est un peu les 4, points de contrôle où il y a des gains à trouver et donc d'aller créer des agents IA autour de ces systèmes actuels pour faire du travail qui est aujourd'hui fait de manière échantillonnée ou manuelle. Et souvent, on me pose la question de quelle est la bonne approche parce que c'est vrai que je ne sais pas par où démarrer, souvent la première question. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quels sont les gains à en attendre. Sur les gains, j'en ai déjà parlé de ce qui était possible. Maintenant, par où démarrer et comment m'y prendre? Nous, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il faut avoir une approche, je dirais, pragmatique que j'appelle paysanne, c'est-à-dire, faire les techniques des petits pas. Donc y aller petit à petit, démarrer par un processus, en se posant la question: «Bah, si j'avais quelqu'un en plus dans mon équipe, qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je ferais mieux que je ne fais pas aujourd'hui, que je fais que de temps en temps quand j'ai le temps, avant que les auditeurs arrivent ou tous les trimestres?» Par exemple, nettoyer sa base, fournisseur, je dis ça comme ça, la réenrichir, vérifier les bons numéros de sirène, de TVA, est-ce qu'il y a des processus de litigation contre eux, qui pourraient mettre à risque le fournisseur? Bon, c'est quelque chose qu'on fait une fois par an. Quand on a le temps, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Donc se poser cette question, se dire: «Bah, finalement demain, quand je réfléchis, qu'est-ce que je confierais à quelqu'un qui rejoindrait mon équipe, qui m'a le fait aujourd'hui?» Ça permet d'identifier les 2-3 premières priorités, démarrer là. Parce que travailler avec des systèmes d'IA, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une approche qui est plus itérative. On va faire une première version, on va essayer de mettre ses règles métiers dedans, on va réfléchir à comment je contrôle, s'il y a des exceptions, des choses à revoir, comment je l'intègre dans mes systèmes et c'est quelque chose qui s'apprend, hein, c'est encore une technologie qui est assez nouvelle. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'angoisse là-dessus et on voit bien, confère ce que je disais au début, que la plupart des utilisateurs aujourd'hui, ce sont des développeurs. 50% des utilisateurs des systèmes d'IA, ce sont des développeurs. Parce que ce sont des populations très alertes, toujours à tester les nouveaux outils. Et donc, personne n'est vraiment en retard. Et ça va prendre un moment avant que tout le monde s'en empare. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on préfère être en avance et conduire cette transformation qui est en retard. Mais c'est quelque chose qui est à avoir en tête. Peut-être un dernier sondage avant qu'on passe à la suite. Moi, ce qui m'intéressait, donc maintenant que je vous en ai parlé aussi pour ajuster les démos derrière, c'était de comprendre, hem, si vous deviez finalement, utiliser un système d'IA demain, ce serait sur quel périmètre? Est-ce que ce serait sur la fiabilisation des données, sur le contrôle, côté fournisseur, sur le traitement automatique de la boîte mail, sur des processus un peu plus clés comme le rapprochement 3 points, le lettrage? Voilà, je vous en ai mis quelques-uns, en sondage. Donc si vous regardez dans notre onglet, sondage et ça permet aussi d'aller, ajuster, les démos que je vais vous faire, derrière. OK, donc je vois du lettrage, du rapprochement, du contrôle de facture fournisseur. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'idées, différentes là-dessus. Donc il y a quand même beaucoup autour des factures fournisseurs, prix, complétude, rapprocher des bons de commande avec ce qui a été dans le contrat. OK. Bon, et ben, je vais vous montrer tout ça. Donc sur la démo, je vais essayer de faire un ordre un peu chronologique. Donc d'abord, un agent IA de contrôle de la donnée en entrée, notamment l'agent, facture fournisseur. Et ensuite, je vais vous montrer, d'autres agents, de suite conformité par rapport au contrat, pour pouvoir, réconcilier ce qui est livré, bon de livraison versus facture, et dernier, bah, celui de la catégorisation des flux bancaires dont, je vous parlais, que j'utilise moi, en interne. Sur l'agent inbox, qu'on appelle nous, l'inbox IA, l'agent qui ne dort jamais, cet agent-là est simple à comprendre. Souvent, j'ai une boîte mail échangée avec le monde extérieur. Je vais brancher une facette dessus et cette facette va me permettre de valider ce qui rentre, tout simplement. Est-ce que c'est du phishing? Trier vers le bon sous-compte dans mon ERP en fonction de l'établissement, du site,
des produits concernés, si je vends plusieurs produits, des factures qui concernent l'un ou l'autre des produits, pour ne pouvoir revoir que les exceptions. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bienvenue sur Facette. Donc ça, c'est un compte de démonstration. Et donc sur Facette, on peut soit démarrer de modèles, donc c'est-à-dire des applications IA que nous, on a déjà finalement structurées, soit directement créer ses propres applications. Alors, sur l'application dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle nous la boîte email partagée. Le système est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient connecter l'application IA à sa boîte mail. Donc comment on fait ça? Eh ben, on utilise notre propre agent IA qui s'appelle Facette, c'est cette IA-là, et on lui dit ce qu'on veut faire, et ça va venir construire finalement ce processus, ce workflow, au fur et à mesure en faisant les bons paramétrages. Donc ça évite de bien connaître l'IA, savoir comment on fait un prompt, comment on fait des instructions. Voilà, tout ce que je vous montre ici, ça a été codé avec de l'IA. Je juste dit, voilà, je te mets la liste de mes établissements et je veux qu'à partir du sujet du mail, donc ça c'est la colonne, c'est l'objet qui arrive, l'objet de l'email que je reçois, à partir du contenu, à partir de la pièce jointe, et ben, va m'identifier si c'est une nouvelle facture, si c'est une relance, ce genre de choses. Et donc là, chaque traitement IA est fait avec l'IA en tant que tel. Donc on a un certain nombre de contrôles, on a aussi quelque chose qui est un risque de fraude, donc ça permet d'aller directement savoir, parce que les moteurs d'IA sont quand même bons pour détecter les fraudes, si c'est du phishing ou non. Et on peut même aller jusqu'à préparer les réponses directement ici, et donc ensuite les envoyer dans sa boîte mail, par exemple pour confirmer qu'on a accusé réception de la facture. Et derrière, c'est là où cette étape, la colonne est en gris, c'est une étape qui peut être manuelle ou automatisée. Une fois vérification, on synchronise ça avec le logiciel comptable. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les matins, en fait, en permanence, Facette aspire le flux d'emails entrants, pré-traite. Donc, je peux ensuite aller uniquement voir de manière dans la vue détaillée, finalement, les champs qui m'intéressent, revoir si c'est OK. Finalement, j'ai aussi des systèmes pour savoir pourquoi c'est une nouvelle facture. Bon, c'est une nouvelle facture parce que c'est écrit directement sur la facture. Et je vais pouvoir ensuite, comme ça, contrôler les différentes exceptions qui peuvent être identifiées. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Une fois que c'est fait, eh ben, je peux très bien aller faire des analyses directement sur mes flux tous les mois ou tous les trimestres pour savoir, alors est-ce que j'en ai quelques-uns, je n'en ai pas sur celui-ci, je vais montrer sur un autre, quelle est la nature du flux qui est trouvé, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Mais ça, c'est une application ultra concrète et qui est quelque chose finalement de standard et de facile à comprendre. C'est-à-dire, je suis obligé de trier ma boîte mail. Bon, ben, comment je peux automatiser ça? On va passer à la deuxième application. Donc, si je reviens en arrière, peut-être la deuxième qui est intéressante, c'est la capacité à rapprocher une facture d'un bon de livraison. Ça, c'est une autre application assez commune pour tous les gens qui gèrent du stock. Souvent, on reçoit des bons de livraison, des factures. Et là, on veut aller extraire l'ensemble des articles. Donc ici, vous voyez que j'ai une colonne qui va venir extraire les informations des articles de la facture, qui va venir extraire les informations de bons de livraison. Donc ça, c'est une IA qui fait ce travail-là, qu'on va retrouver ici, pour aller ensuite comparer les bonnes quantités, les bons prix, et savoir s'il y a des choses à revoir et s'il y a des écarts. Donc ici, typiquement, c'est le traitement intéressant, c'est l'explication s'il y a un écart. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si la colonne est à revoir, si la colonne n'est pas à revoir, mais que la facture est conforme, donc c'est typiquement le cas de cette ligne-là, si la colonne, s'il y a un problème, et ben, analyse ce que tu as lu des factures et des bons de livraison pour comprendre d'où vient l'erreur et comprendre s'il y a des problèmes de quantité, des problèmes de prix. Et tu peux même me préparer derrière un email à envoyer, donc ça qui sera ensuite envoyé avec la boîte mail, avec les écarts, avec la réclamation du bon montant, et même en mettant les pièces jointes concernées. Comme ça automatise aussi le processus de réclamation des avoirs directement. Voilà. Et on peut aussi aller sur, quand on a des doutes, aller créer sa propre vue de revue pour aller
mettre finalement les 2 documents les uns à côté des autres, et pouvoir aller revoir soi-même, si on a un doute sur le traitement, de l'IA. Ça, c'est un deuxième cas, d'application et le dernier, c'est celui dont je vous parlais, donc il faudrait que je le retrouve. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, donc ça, c'est un agent qui me permet de catégoriser mes, flux bancaires. Donc ici, j'importe, au début, j'importais, maintenant j'ai connecté mon flux, MemoBank en l'occurrence, à Facet, donc ça aspire les transactions. Donc ici, c'est les transactions qui datent d'octobre, hein, une toute petite partie des transactions et je viens catégoriser automatiquement le flux, la nature de la dépense, savoir si c'est récurrent ou si c'est ponctuel, le montant, vous regardez s'il y a des transactions à vérifier. Par exemple, tes euros, on regardera pourquoi, le code comptable, le lettrage, ce genre de choses qu'on peut faire. Et donc juste avant de me connecter, ce que j'ai fait, c'est d'aller, demander à Facet d'aller analyser mes dépenses, par nature et par, catégorie. Donc je vais vous le remontrer pour vous montrer comment ça fonctionne. Hem Donc là, ce qui se passe, c'est que comme notre agent IA, il a le contexte finalement, des traitements qui sont faits, il est capable d'aller analyser une donnée qui est déjà pré-traitée. Donc là, ce qu'il a fait, l'agent IA, il a d'abord compris que je voulais analyser mes dépenses. OK, très bien. Oui, c'est ça. Donc il va regarder la structure du tableau ici. Et il va lancer plusieurs, il a vu qu'il y avait 14 colonnes, hein, il y en a une partie qui sont, cachées, hein, il n'y en a que 10 de visibles sur 14. Et il va lancer une analyse, de données pour me remonter des anomalies ou des points, suspicieux à regarder. Alors, ma demande était assez succincte, hein, donc on va voir ce qu'il me propose. Mais derrière, il va pouvoir me dire, bon, voilà, il faut regarder tel type de dépenses, tel type de flux sont suspicieux, et cetera, et cetera. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que l'IA, ça permet de traiter les données, faire les contrôles et derrière d'exploiter, les contrôles de manière, automatique également, directement finalement en utilisant le chatbot comme, un outil d'analyse en fait. Donc là, donc il m'écrit au fur et à mesure. Alors donc il y a effectivement des dépenses sortantes, 21 transactions. Il me donne la répartition des dépenses en récurrent par récurrent, le top des fournisseurs, donc évidemment l'URSSAF, hein, ça c'est pas étonnant, sur ce set et effectivement, il y a 2 dépenses de restaurant qui s'appellent, Tesoro. Alors les charges obligatoires, très bien. Hem, Quelles sont les transactions suspicieuses ou, y en a-t-il certaines à revoir? Alors c'est assez permissif, hein, vous voyez, j'ai fait des petites erreurs, en tapant, mais ça, c'est pas très grave. Mais ça va me permettre derrière d'aller, continuer à identifier s'il y a des transactions, à revoir là-dessus. Et donc découvrir des anomalies par exemple ou des fournisseurs où il y a toujours des erreurs ou des dépenses qui sont bizarres, qui ont pu être faites et cetera. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, avec plaisir pour les prendre. Voilà, donc là je vous ai montré un peu trois gros agents, un peu classiques, j'ai envie de dire. Hem Le contrôle des factures, de la boîte mail comptable, le contrôle de documents plutôt opérationnels achats, donc comparer les livraisons avec, finalement, ce qui a été, facturé et puis ici, la capacité à créer finalement, un système de suivi de trésorerie, de labels très rapidement, là-dessus. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que l'agent IA, il a compris que je voulais identifier des transactions suspicieuses. Il est allé vérifier certaines choses, il essaie d'identifier s'il y a des montants ou des patterns, qui vont pas, hem et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des doublons, des transactions à vérifier, notamment, la transaction Tesoro, et donc je regarderai et je crois me souvenir, puisque c'était en octobre, qu'effectivement le restaurant où on était allé déjeuner nous avait facturé 2 fois. Il y avait un moment où le paiement n'était pas passé, et donc j'avais payé, je crois que c'était 47 € et quelques et j'avais dû repayer parce que le moment n'était pas passé et a priori il est passé, donc il faut que j'aille m'occuper de tout ça. Donc voilà pour vous faire un petit, tour d'horizon. Peut-être pour, terminer, hop, c'est ce que je voulais vous montrer, donc on va aller direct à la fin. Hem, il y a énormément de retours d'expérience des clients sur notre site.
Et surtout, nous, on a un système qui nous permet, à partir de vos propres outils et de problématiques, donc par exemple, j'aimerais mieux contrôler mes factures fournisseurs, de vous sortir les différents agents IA pertinents. Donc ça, c'est un outil de diagnostic automatique. Donc avec plaisir pour vous le partager. Donc envoyez-moi un email, dites-moi les outils que vous utilisez, les problèmes que vous avez, on vous renverra la liste priorisée des assistants IA qu'on peut construire. Et le dernier point, c'est que c'est un secteur qui est très mouvant et donc je vous encourage vraiment, à, vous informer, à garder une certaine distance critique par rapport à ce qui se dit, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs américains qui ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de bruit, que la transformation du monde soit déjà en marche, et cetera. C'est une révolution technologique comme les autres, ça va mettre du temps à se diffuser. Donc il ne faut pas avoir ce sentiment d'être largué ou déjà en retard. C'est comme tout, il faut apprendre, il faut lire, il faut regarder des vidéos, rejoindre ce genre de webinaire, il y en a plein qui existent et se forger des convictions sur comment mon quotidien, comment mon travail évolue. Donc voilà, il nous reste, on a dépassé d'1 minute. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, nicolas@facetlabs.com et je vous remercie beaucoup, pour votre participation. À très bientôt. Merci. Merci Juliette. Merci Elliot, au revoir.